Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé à l'occasion de la publication d'une étude du cabinet Utopie consacrée à la loi Pacte et à son bilan, 1 an et demi après sa promulgation. Vous étiez près de 1200 inscrits hier soir, c'est dire si ce sujet passionne et autant qu'il questionne. Je suis Émilie Thierry, directrice de TheGood.fr, le média de la transformation écologique, sociale et solidaire des marques et des entreprises, créé par Influencia. Nous avons l'honneur d'être partenaire d'Utopie et je tenais à remercier sincèrement Elisabeth Laville, fondatrice qu'on ne présente plus, d'avoir associé The Good à cet événement. Elisabeth Laville partagera d'ici quelques instants les premiers enseignements de l'étude très riche réalisée avec les équipes, qui dresse donc un premier bilan de l'adoption des dispositifs liés à l'entreprise à mission en France. Elle reviendra sur la genèse de la loi Pacte, son apport fondamental avec la mise en orbite des notions de raison d'être, et aussi de société à mission, d'entreprise à mission. Elle tire un premier bilan en matière d'adoption ou d'intention d'adoption par les entreprises du dispositif. Elle présentera enfin un nouveau référentiel d'analyse des pratiques. Ce matin, nous avons aussi la chance, vraiment la chance de compter 3 invités de marque pour échanger et nourrir un dialogue franc, expert et constructif autour de la loi Pacte. Coralie Dubost, vous êtes députée LREM de Montpellier, de la 3e circonscription de l'Hérault. Vous avez été rapporteur thématique du projet de loi Pacte. Vous présidez le groupe de travail sur le développement durable dans la gestion et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Vous êtes également vice-présidente du groupe d'études RSE. Donc là, j'ai juste un petit résumé parmi vos nombreuses responsabilités, mais qui illustre entre autres votre engagement autour des sujets de développement durable et de RSE. Merci de votre présence. Emery Jacquia, vous êtes président de la CAMIF, entreprise que vous avez repris il y a 11 ans, en 2009, et dont nous connaissons tous l'engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale. Vous êtes également le président de la communauté des entreprises à mission et avez participé à l'écriture d'un ouvrage « Entreprise à mission et raison d'être » que voici. J'ai lu que vous vous définissiez comme un entrepreneur à mission qui entreprend le changement du monde qui vient. J'ai trouvé ça beau. Quant à Mathias Vichra, vous êtes secrétaire général de Danone après avoir accompagné 2 maires de Paris et été directeur général adjoint du groupe SNCF. Cet été, 99,5% des actionnaires de Danone ont voté sa transformation en entreprise à mission. C'est une grande première pour une entreprise cotée, pour une entreprise du CAC 40. L'engagement responsable de Danone n'est pas nouveau. On le sait, dès les années 70, son fondateur Antoine Riboud évoquait la nécessité pour l'entreprise d'avoir un double projet économique et aussi social. Quant à la raison d'être de Danone, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, elle a été écrite il y a déjà 15 ans. Preuve en est qu'une bonne raison d'être doit s'inscrire dans le long terme. Au-delà du vote de cet été, Danone s'est engagé sur le chemin de la certification Bicorp, une première pour une entreprise de cette taille. Nous vous retrouverons tous les 3 à l'issue de la présentation d'Elisabeth Laville. Chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via l'onglet chat ou l'onglet questions. Nous avons prévu une vingtaine de minutes à l'issue de la table ronde pour y répondre. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Enfin, ce petit déjeuner virtuel sera disponible en replay. Tous les éléments vous seront communiqués à l'issue de la séquence. Elisabeth, la parole est à toi. Merci beaucoup, Émilie. Merci à The Good d'être partenaire. Merci aux 3 intervenants hors pair. Tu l'as souligné, d'être avec nous aujourd'hui. C'était impressionnant quand même, 1200 inscrits. C'est un peu comme si on faisait l'Olympia avec la loi Pacte et la société à mission. C'est plutôt de bon augure. Je voudrais vous présenter effectivement assez rapidement les différentes choses qu'on développe dans cette étude. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, évidemment, mais vous donner un petit aperçu de ce qu'on y trouve. Je précise que l'étude sera en ligne ainsi qu'un résumé en début de semaine prochaine sur le site Utopie. De toute façon, on vous enverra un lien pour le replay et donc on vous donnera également le lien pour la télécharger à ce moment-là. Alors, la première chose que peut-être on pourrait signaler, c'est on s'est interrogé pas mal dans l'étude sur la raison d'être de la raison d'être. En fait, il y a cette petite phrase de Sénèque qui explique finalement à quoi sert la raison d'être. Sénèque dit « les vents ne sont pas favorables à celui qui ne connaît pas son port d'arrivée ». Eh bien, c'est sûr que en général, et a fortiori dans la période actuelle, avec les incertitudes que l'on connaît, la crise environnementale, sanitaire, la crise économique,
il est peut-être plus que jamais nécessaire pour les dirigeants d'entreprise de définir un cap et de s'y tenir dans la tempête ou malgré la tempête. Et c'est le premier sens de la raison d'être, un cap stratégique tourné vers le futur qui aligne et mobilise d'une certaine façon toutes les parties prenantes. C'est un peu pour le navigateur la boussole qui donne le nord, cependant que les disciplines plus classiques que connaissent sans doute une bonne partie des gens qui sont avec nous aujourd'hui, les disciplines de la RSE, de la matérialité, etc., sont un peu plus comme le radar 360 qu'utilise un navire pour identifier les obstacles qui pourraient faire route de collision avec lui et se dresser sur son chemin, l'empêcher justement de poursuivre son cap. Alors, il y a quand même un sujet qui est que la période actuelle donne une saveur particulière à cette question de la raison d'être. Pourquoi? Parce que on fête en ce moment les 5 ans de l'accord de Paris. On sait désormais qu'il n'y aura pas de scénario business as usual qui soit compatible avec l'atteinte d'une neutralité carbone à 2050. Je vous rappelle qu'en 2020, on va avoir réduit les émissions globales de 7%. Du fait de l'arrêt des activités pendant toutes les périodes de confinement, des activités économiques. Et c'est intéressant parce que 7%, c'est à peu près, ou même très exactement, ce qu'il nous faudrait atteindre chaque année, évidemment, pendant les 30 années à venir et sans le confinement. Donc, ça donne l'ampleur de la disruption et de la rupture à apporter à nos modes de production, à nos modes de consommation et à la façon dont fonctionne le capitalisme. Et donc, notre conviction, la conviction d'Utopie, qui a présidé à cette étude et qui nous a guidés aussi, c'est qu'à l'heure de cette crise climatique et de la nécessaire mutation du capitalisme qui est reflétée dans un petit nombre de publications assez conventionnelles, au fond, que vous voyez sur la droite, le cap stratégique qu'est la raison d'être, il ne peut pas se contenter d'être positif pour l'entreprise, il doit sans doute être positif pour la société dans son ensemble, de sorte que la raison d'être d'une raison d'être, si je puis dire, ce n'est pas juste de décrire les activités actuelles de l'entreprise et leur utilité sociétale supposée. Je me souviens qu'au début des débats sur la loi Pacte, le MEDEF disait mais par essence, une entreprise est d'utilité sociale. Mais la raison d'être doit plutôt annoncer et orienter, selon nous, la façon dont l'entreprise veut transformer proactivement son modèle économique et ses activités au service justement d'une transformation positive de l'économie et de la société. Alors on pourra regarder, vous verrez tout à l'heure que les critères d'analyse qu'on a développés, ils reflètent aussi cette conviction que la raison d'être doit à la fois orienter la transformation de l'entreprise au service d'une transformation de la société. Je vous renvoie, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais sur l'ampleur des changements à apporter au capitalisme, l'économiste Kate Raworth a produit un cadre de pensée assez simple à comprendre et à mémoriser, qu'elle a appelé la théorie du donut, du beignet, que vous voyez le beignet normal que nous connaissons tous sur la gauche, et l'interprétation qu'en fait Kate Raworth en disant en gros, il y a pour que l'économie fonctionne, et certaines entreprises ont adopté déjà ce cadre de réflexion, certaines villes aussi, je sais qu'Amsterdam se base sur la théorie du donut pour son plan de relance. En gros, ce que dit Kate Raworth, c'est qu'il y a un plancher social qui permet de répondre aux besoins de tous, qui est le cercle inférieur du donut, le vert foncé sur le schéma de droite, et un plafond environnemental. C'est qu'en gros, on doit répondre aux besoins de tous, donc passer ce plancher social, mais sans dépasser le plafond environnemental qui est défini par les limites des écosystèmes planétaires. Évidemment, aujourd'hui, si vous vous référez à la revue de Nature, qui était à la base d'ailleurs de la théorisation de ces limites planétaires, on sait qu'on les a déjà dépassées sur un certain nombre de mémoire 3 thèmes et qu'il n'y a pas que le climat. Donc ça, c'est pour illustrer le cadre dans lequel on doit opérer cette transformation en fait du capitalisme, des entreprises, des modèles économiques, des offres, de nos modes de production et de consommation. Et pour moi, c'est dans ce cadre-là qu'on peut apprécier évidemment l'apport de la raison d'être. Un autre point important peut-être à avoir en tête, c'est que il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans les ONG, beaucoup de choses qui sont écrites et dites sur le besoin de nouveaux récits, le besoin de nouveaux imaginaires. Là, vous voyez, c'est une ONG un peu particulière, c'est le World Economic Forum qui dit « Nous avons besoin de nouveaux récits pour rassembler les gens et rendre possible un monde soutenable ». Et la raison d'être, d'une certaine façon, elle pose les bases d'un nouveau récit de l'entreprise, d'un nouvel imaginaire du futur qui va à la fois fédérer son écosystème, ses salariés, ses fournisseurs, ses actionnaires, ses parties prenantes en général, mais aussi activer la capacité de cet écosystème à construire ce futur. Ce que disent les gens qui travaillent sur les nouveaux imaginaires,
c'est qu'évidemment, c'est que c'est pas le réel qui produit l'imaginaire, mais l'imaginaire produit aussi du réel, au sens où on a besoin de mettre les choses en récit pour être capable de les réaliser. Évidemment, la raison d'être et l'exposé des motifs de la loi le rappelait, c'est aussi un filtre qui permet de prioriser des projets qui vont être effectivement transformatifs, d'allouer des ressources, de garantir la cohérence des choix qui sont faits, de fournir un cadre de décision qui sert aussi à dire non parfois. Nous, on insiste beaucoup auprès de nos clients en leur disant que finalement, si leur raison d'être ne les pousse pas à renoncer à certaines choses ou à dire non à certains choix, ben, c'est probablement qu'elle n'est pas assez affûtée, dirions-nous. Alors, ce qu'on trouve dans l'étude aussi, je ne vais pas vraiment vous donner le détail de ça, mais on est remonté un peu à l'histoire aussi du concept de purpose, de raison d'être, de corporate mission, selon la façon dont on l'appelle, selon les géographies. Il y a pas mal de choses déjà dans les années 70, vous allez me dire, c'était l'époque, hein, où on disait si vous ne contribuez pas à la solution, vous contribuez au problème. Donc les entreprises ont été sommées par un certain nombre d'organisations, de leaders du management, etc., de commencer à réfléchir à leur raison d'être. Il y a un think tank américain qui avait quand même été à la base du plan Marshall aux États-Unis, le Committee for Economic Development, qui doit dater des années 40, avait publié au début des années 70 tout un texte autour de l'idée d'un contrat social entre l'entreprise et la société, avec l'idée que l'entreprise, pour mériter le consentement de la société, c'est ce que les anglo-saxons désignent par la license to operate, doit servir de manière constructive ses besoins et donc apporter des choses à la société, améliorer les environnements naturels, humains et sociaux. Dans la même décennie, le pape du management, Peter Drucker, commence à écrire pas mal de choses sur le fait que les entreprises ont besoin d'un purpose, que c'est le point de départ, le point d'arrivée de toute stratégie, que ça permet aux dirigeants de définir les priorités, les plans d'action, etc. Et aussi d'aligner les collaborateurs, à l'époque on ne dit pas encore les parties prenantes, vers un objectif commun. Et dans ces années 70, on voit les premières, en réalité, il y en a qui datent d'avant ça, puisque par exemple Migros, et je reparlerai du rôle de l'économie sociale et solidaire en Europe, mais Migros, qui est une entreprise plus que centenaire, avait déjà écrit une mission d'entreprise au tout début du XXe siècle. Mais aux États-Unis, on commence à voir à ce moment-là, dans les années 70, des entreprises qui se dotent d'une déclaration de mission avec un engagement envers la société. Vous voyez ici la mission de Ben & Jerry's, donc qui date de 78 et qui dit clairement dans la partie droite, on reconnaît le rôle central que l'entreprise joue dans la société et on veut contribuer à améliorer les conditions de vie, apporter du changement social, etc. Alors, depuis lors, mais ça c'est pour rappeler quand même que ce sujet du purpose, de la mission, de la raison d'être n'est pas nouveau. Ce qui va être nouveau, c'est la consécration qui vient avec un statut légal et des textes de loi. L'inscription de tout ça dans la loi. Le concept s'est encore répandu depuis et plus encore dans la dernière décennie. Ce pourquoi on assiste aussi d'ailleurs au projet réglementaire dont on va parler. Simon Sinek a écrit toute une série de bouquins sur le why, qui est exactement la façon dont il décrit le why, très proche de la raison d'être. Hein. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Quel est votre purpose? Par opposition au how, comment vous le faites, ou au what, qu'est-ce que vous fêtes concrètement, c'est quoi le type de produit que vous mettez sur le marché. Il y a pas mal de vidéos et de textes en ligne de lui que vous pouvez consulter. Et puis, plus encore à la fin de cette décennie, on a vu la Business Roundtable aux États-Unis l'an dernier, hein, en mi-2019, donc le rassemblement des PDG des plus grosses boîtes américaines, faire une déclaration sur the purpose of business, sur le purpose des entreprises, ce qui leur a valu cette une de fortune. Et puis, évidemment, les lettres de vœux de Larry Fink, patron de BlackRock, premier fonds d'investissement au monde, au PDG des entreprises dont il est actionnaire, dont la première lettre s'appelait A Sense of Purpose. Donc, Victor Hugo disait il n'y a rien d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Et notre conviction, c'est que l'heure de cette idée de la raison d'être est venue à la croisée de mouvements de fond des deux côtés de l'Atlantique et même ailleurs. On a évidemment des cultures différentes. Donc, chez les anglo-saxons, le purpose est notamment lié au fait que, parce qu'il n'y a pas d'État-providence, sans doute, on a une frontière plus poreuse entre le but lucratif et l'intérêt général ou l'intérêt collectif, qui se voit notamment dans les traditions philanthropiques, etc. Laquelle tradition philanthropique est de manière croissante intégrée aussi à la stratégie des entreprises, voire le 1% pour la planète chez Patagonia, ou l'approche one for one de Tom's, par exemple. Et du côté de l'Europe et de la France, c'est le terreau historique de l'économie sociale et solidaire qui pèse, je
rappelle, en France, 14% de l'emploi salarié privé. Et toujours en Europe, on a aussi les fondations actionnaires, dont la loi Pacte s'est fait l'écho également, d'ailleurs dans d'autres chapitres que ceux dont on parle aujourd'hui, qui ouvrent aussi d'autres voies. Donc des situations où une fondation est actionnaire d'entreprises importantes dont vous avez les logos par exemple en bas et utilise les dividendes liés à ces actions. D'abord, oriente la stratégie de l'entreprise en tant qu'actionnaire, évidemment, et utilise les dividendes liés à ces actions pour financer des causes environnementales ou sociales. Donc, une autre façon, un autre type de contrat social entre l'entreprise et la société. Et la France fait clairement partie d'un mouvement de pays pionniers qui s'efforcent aujourd'hui, qui l'ont déjà fait ou qui sont en train de le faire, de donner un statut aux entreprises engagées. On a interviewé Bill Clark, qui est l'avocat aux États-Unis qui travaille sur ces sujets-là, notamment avec Bilab, qui est l'ONG qui gère Bicorp. Et on a plein de pays, évidemment les États-Unis avec les Benefit Corporation, les sociétés à bénéfices en Italie, mais les Community Interest Companies en Angleterre, le Canada, il y a plusieurs États au Canada qui ont déjà fait passer des textes, le Pérou est en train de le faire, l'Uruguay, Taïwan, le Rwanda, bref. On a cette idée de créer un statut légal spécifique pour les entreprises à mission se développe rapidement et la France fait vraiment partie des pionniers. Alors, il y a des différences entre les approches qu'on détaille un peu dans l'étude. Essentiellement, le fait que certaines approches sont triple bottom line, c'est-à-dire qu'on dit à l'entreprise, vous pouvez vous doter d'une raison d'être ou d'une mission, mais il faut quand même que vous contribuiez sur les 3 dimensions du développement durable, et notamment la dimension sociale et la dimension environnementale. Alors que d'autres disent non, mais en fait, vous pouvez avoir votre mission économique et vous doter d'une mission qui peut être sociale ou environnementale. Donc, on est plus dans un double bottom line, entre guillemets. Voilà pour les différences. La différence principale liée à ça, j'ai mis la petite image qui vient d'interface d'ailleurs du Mount Sustainability, la montagne du développement durable que chacun d'entre nous essaie de gravir. Mais Yvon Chouinard, le patron de Patagonia, dit clairement OK, on essaie d'atteindre un sommet, pour faire une analogie avec l'alpinisme, mais il dit la façon de grimper, finalement, compte autant que le fait d'atteindre le sommet. Et si vous grimpez, vous atteignez le sommet avec des Sherpas qui portent vos bagages et qui sont mal payés, en laissant vos déchets derrière vous, avec des bouteilles d'oxygène pour passer les moments difficiles, etc., ben, le fait d'atteindre le sommet n'a pas la même saveur. Et au fond, c'est cette idée que la façon de faire compte autant que l'objectif, que la notion de triple bottom line essaie de capturer. Il y a une autre différence entre les approches, c'est que on peut, dans certains cas, c'est le cas en France, par exemple, perdre la qualité de société à mission. Vous pouvez l'avoir et ne pas la conserver dans le temps. Donc en France, on a une loi qui a été promulguée en 2019 avec 3 étages correspondant à un niveau d'engagement croissant, à un niveau de contrainte aussi croissante. Donc, il y a le code civil modifié pour que toutes les sociétés prennent en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités. Puis, la possibilité pour une entreprise d'ajouter une raison d'être dans ses statuts et la qualité de société à mission qui consiste à ajouter la raison d'être dans ses statuts, à la compléter par, ou à l'incarner, ce que ne dit pas exactement le texte de loi d'ailleurs, par des objectifs sociaux ou environnementaux. Puis, donc on est dans l'approche plutôt double bottom line, puis à mettre derrière donc, ces objectifs et cette mission et cette raison d'être, une gouvernance dédiée qui va vérifier que l'entreprise se tient à ce qu'elle a affiché, donc avec un comité de mission et la vérification par un OTI. L'idée étant que, évidemment, on peut perdre du coup la qualité de société à mission si on affiche des choses qu'on ne tient pas dans le temps. Alors, un petit point sur les chiffres, je refaisais un point avec Emery en amont parce que si on s'en tient à ce qui existe aujourd'hui, on avait 96 sociétés, une centaine en gros, qui avaient publié leur raison d'être au 1er décembre 2020. 56 d'entre elles, d'après Le Play Avocat, avaient adopté le statut de société à mission, mais Emery me disait que la communauté des entreprises à mission, qui est en train de créer un observatoire des sociétés à mission, en recense déjà 80. 75% du CAC 40 affichait une raison d'être en juin 2020 et une entreprise sur 5 dans le CAC 40 avait inscrit sa raison d'être dans les statuts. Vous vous souviendrez que Bruno Le Maire avait fortement incité notamment les entreprises publiques à le faire. Alors, pourquoi définir sa raison d'être? Je vais passer très rapidement, ça rejoint pas mal de choses qu'on voit sur la RSE en général, mais il y a de plus en plus d'études qui posent cette question-là. Là, vous avez l'étude de Havas Meaningful Brands à gauche qui montre que depuis 2018, il y a eu un point de bascule et qu'on a en gros plus de 60, 70, voire 80% des consommateurs qui attendent des entreprises et des marques qu'elles se dotent d'une raison d'être et qu'elles s'engagent activement à résoudre
des problèmes socio-environnementaux. 55% des gens pensent même que les entreprises ont un rôle plus important que les gouvernements dans le fait de créer un avenir meilleur. Et évidemment, ça a un impact sur l'intention d'achat. Ce qu'on a mesuré, nous, en France, on s'aperçoit qu'une entreprise ou une marque dont l'engagement positif est perçu par les consommateurs a une intention d'achat en moyenne 2,4 fois supérieure à ses camarades qui éventuellement ne bénéficieraient pas de cette même perception. C'est aussi une façon d'attirer les talents et les investisseurs. Hein, pas mal de chiffres à nouveau d'études qu'on a recensées dans le document. 90% des diplômés estiment important de travailler dans une entreprise socialement, écologiquement responsable. Souvenez-vous on a maintenant le manifeste pour un réveil écologique en France aussi. Hein. Et puis, on voit bien dans à nouveau les chiffres de Havas, là sur la gauche, que les jeunes générations attendent encore plus des entreprises et des marques qu'elles prennent des engagements et qu'elles produisent des contenus utiles à la société. Donc, vous voyez, c'était 63% chez les baby boomers, 76% chez les Gen X, 84% chez les Gen Y et 87% chez les générations Z. Donc, vraiment, un espèce d'effet boule de neige comme ça. Les nouvelles générations ont des nouvelles attitudes et des nouvelles attentes envers les entreprises. Et puis, pour parler un tout petit peu des investisseurs, une étude Kantar intéressante qui montre que sur les 12 dernières années, les entreprises qui sont perçues comme ayant un impact positif sur la société voient la valeur de leur marque augmenter quasiment deux ou trois fois plus que celles dont l'impact perçu est moyen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une raison d'être? Ce n'est pas complètement défini par la loi Pacte. On vous a mis là quelques textes qu'on trouve dans l'exposé des motifs de la loi qui reprend d'ailleurs des éléments du rapport Nota-Sénar. On dit la raison d'être, c'est ce qui est indispensable pour remplir l'objet de la société, qui ramasse en une formule ce qui donne du sens à l'objet collectif qu'est l'entreprise. On mentionne le fait qu'elle oriente l'entreprise vers une recherche de long terme, qu'elle peut avoir un usage stratégique, ce que j'évoquais tout à l'heure, que c'est comme une devise pour un État, mais qu'elle n'a pas d'effets juridiques précis qui y sont attachés. Bon, voilà, donc la raison d'être finalement est assez large et c'est pas hyper simple quand on regarde ce qui est produit par les entreprises de trouver une formulation qui soit à la fois percutante et unique ou spécifique. On a mis dans l'étude un petit nombre de jeux histoire de se distraire sur le sujet, consistant à faire ce que vous pouvez essayer de faire ici rapidement, c'est-à-dire d'attribuer les différentes raisons d'être aux différentes entreprises dont vous voyez les logos sur la gauche. Alors, à part le fait qu'il est bien évident que c'est sans doute pas Thales qui s'engage à soutenir la créativité et les artistes, on s'aperçoit qu'il y a parfois une assez grande uniformité et qu'on pourrait finalement attribuer les raisons d'être qu'on voit à droite à pas mal d'entreprises dont les logos sont sur la gauche. Ce qu'on a essayé de faire dans l'étude, c'est un référentiel non pas d'évaluation, hein, parce qu'on n'en est vraiment pas là, mais d'analyse au moins des pratiques de la raison d'être sur les deux premiers volets finalement que les entreprises ont quand même commencé à aborder, qui sont comment je définis ma raison d'être et à quel objet en termes de formulation j'arrive in fine. Donc ces critères reflètent un peu les convictions d'utopie que j'ai exposées tout à l'heure, mais finalement correspondent un peu à des critères et des questions que chacun peut se poser, en tout cas en se lançant dans l'exercice. Alors je vais y revenir rapidement, il y a 5 C sur la définition, 5 C sur la formulation. Le premier C, c'est la conformité, c'est-à-dire dans quelle démarche, si on est sur la démarche de formulation, de définition, pardon, est-ce qu'on fait une raison d'être pour l'inscrire dans ses statuts? Est-ce qu'on fait une raison d'être pour avoir la qualité de société à mission au sens de la loi Pacte? Donc, à quoi on veut être conforme? C'est évidemment une première question qui permet de discriminer les approches. Une deuxième question, c'est ce qu'on a appelé, nous, la création, c'est comment ça a été créé et notamment comment on a impliqué les parties prenantes dans la démarche. À nouveau, ça ne veut pas dire que si on fait beaucoup, c'est très bien ou si on ne fait pas du tout, c'est très mal. Ça veut juste dire que ça permet de différencier les approches et que ça correspond aux questions à se poser quand on se lance dans l'exercice. Comment on implique les parties prenantes, à quel niveau, avec quelle méthodologie, etc. Comment on équilibre la recherche de consensus entre les parties prenantes et potentiellement le fait d'avoir quand même des partis pris assez forts, notamment dans la formulation. Comment on garantit aussi l'appropriation par les parties prenantes, à quel moment du processus on les implique, etc. Le troisième critère sur la définition, c'est la communication, c'est-à-dire est-ce qu'une fois que la raison d'être est formulée, est-ce que l'entreprise la communique
au public, à ses parties prenantes externes ou seulement en interne? Est-ce qu'elle communique aussi sur la méthodologie qu'elle a employée ou seulement sur le résultat en mode je dévoile ma raison d'être et c'est tout? Ça permet aussi de discriminer les approches. Le quatrième critère sur la définition, alors celui-là, il est hyper important évidemment, c'est ce qu'on appelait concrétisation, c'est-à-dire est-ce que la nouvelle raison d'être est alignée avec le plan stratégique de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un plan de concrétisation qui l'accompagne? Est-ce que l'exercice de définition de la raison d'être a déclenché ou alors accompagné ou été mené en parallèle d'eux une révision de la stratégie et ou de la stratégie RSE? Ce qui fait qu'au moment où on dévoile la raison d'être, on dévoile aussi une feuille de route proactive de transformation des activités et des pratiques avec des indicateurs, des objectifs, etc., qu'on soit société à mission ou pas. Et le dernier critère, c'est le fait d'adosser la démarche, de crédibiliser sa feuille de route et sa performance effective, idéalement dans une perspective triple bottom line, par un tiers. Est-ce qu'on s'appuie sur des certifications des standards pour ça? Donc, on peut le faire avec Bicorp, on peut le faire avec Lucie, on peut le faire avec Entrepreneurs plus engagés, je crois aussi, engagé RSE, qui a aussi intégré maintenant ces questions de raison d'être à son référentiel. Bref, c'est intéressant de regarder comment les entreprises abordent le sujet. On en parlera peut-être tout à l'heure, puisque Danone et Camif, d'ailleurs, ont les deux approches de société à mission et en l'occurrence de certification Bicorp. Peut-être juste une petite micro-parenthèse qu'on ouvre aussi dans l'étude sur Bicorp pour dire que clairement l'approche du référentiel Bicorp, c'est une approche qui s'intéresse à la mission et à la dimension triple bottom line. Et que, des choses que vous devez savoir sur Bicorp, le fait que les questionnaires d'évaluation initiale est gratuit, accessible en ligne, etc. Donc, ça permet à n'importe quelle entreprise dans le monde de se comparer aux autres, de s'auto-évaluer, etc. Même si elle n'a pas du tout envie de s'intéresser à la certification. Et quand même, pour celles qui sont certifiées, un point qui est que le Bicorp est devenu pacte compatible, ou en tout cas, c'est bien complémentaire de la loi Pacte, on en parlera peut-être, puisque notamment la révision des statuts que vous faites pour devenir Bicorp permet aussi de s'inscrire dans la loi Pacte. Les 5 autres critères, je vais conclure là-dessus, portent plutôt sur la formulation, c'est-à-dire on prend soit le process qui amène à la définition de la raison d'être, soit on prend la raison d'être telle qu'elle est et on essaie de l'analyser en regardant plusieurs choses. En regardant d'abord, est-ce que justement elle exprime une volonté de transformation de l'entreprise et de transformation de la société dans la perspective du développement durable, évidemment. Donc là, je vous ai mis 2 exemples qui sont d'une part les échos, favoriser l'émergence d'une société responsable en informant, en mobilisant, en accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. Et puis NJ, accélérer la transition vers une économie neutre en carbone par des solutions plus sobres en énergie, plus respectueuses de l'environnement. Est-ce que le deuxième critère, sur la formulation, c'est la crédibilité? Est-ce que la formulation de la raison d'être est en ligne avec le discours et les pratiques historiques de l'entreprise, en continuité avec son image de marque? Donc là, j'ai remis l'exemple de Danone. Émilie le rappelait en introduction, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, ça a été formulé en 2005 et ça a accompagné, si vous vous souvenez, un certain nombre de choix business, d'ailleurs radicaux. Quand je disais qu'il faut renoncer, la raison d'être doit vous accompagner dans des renoncements aussi, parce que c'est l'époque où Danone a vendu notamment les bières et les plats cuisinés. Donc, deuxième sujet. Troisième sujet qui est d'ailleurs assez en lien avec le précédent sur la crédibilité, c'est la cohérence. Est-ce que la formulation de la raison d'être est en cohérence manifeste avec ce que fait l'entreprise, son cœur de métier, son modèle économique au moment où elle parle et l'essentiel de son offre? Si elle est déconnectée, il y a un petit risque que ça soit vu comme quelque chose de stratosphérique, peut-être très orienté vers le long terme, mais sans correspondance avec le réel. Là, j'ai mis l'exemple de la Camif, on en reparlera tout à l'heure, proposer des produits et services pour la maison conçus au bénéfice de l'homme et la planète. Bon, quand on sait qu'aujourd'hui, plus de 70%, je crois, à Emery, des produits vendus par la Camif sont fabriqués en France, on voit que ce n'est pas déconnecté de ce que fait déjà la Camif, même si c'est censé orienter ses efforts futurs. Le quatrième critère avant-dernier, c'est la simplicité en fait de la formulation, la concision. Donc la formulation de la raison d'être est-elle synthétique et marquante? Là, j'ai mis l'exemple de Michelin, offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, c'est simple. Il y a pas mal de chances qu'on s'en souvienne, qu'on soit en interne ou en externe. Et si on s'en souvient, pour une boussole qui donne le nord, c'est quand même plutôt pas si mal. Moi, j'avoue être un peu sceptique sur les raisons d'être qui font 3 pages. Voilà, et que même les membres du COMEX ne peuvent restituer si on les leur demande.
Voilà. Et puis le dernier critère, c'est le fait que la raison d'être soit caractéristique et spécifique à l'entreprise qui la formule, qu'elle permette notamment, c'est notre petit exercice, si je repars de la raison d'être, je dois pouvoir arriver à remonter assez facilement à l'entreprise que ça concerne, qui la signe. Quand on voit celle du slip français, réinventée avec panache l'industrie textile française, on voit bien que ce n'est pas H&M et que ce n'est pas non plus DIM qui, sauf erreur de ma part, a fermé sa dernière usine en France en 2008. Voilà. Pour conclure et laisser la place à la table ronde, il y a peut-être quelques éléments qu'on cite dans l'étude. Le premier, c'est que la loi Pacte, clairement, est venue consacrer, accélérer un point de bascule, un changement de normes sociales vers cette idée qu'il faut une transformation positive des entreprises et de la société. Clairement, la crise, on en reparlera peut-être dans le débat, il y aura sûrement aussi contribué en posant la question des activités essentielles à la société. L'Union des marques a publié cet été une étude qui disait que 48% des marques disaient que la crise avait engendré une réflexion et un travail sur leur raison d'être. Donc la moitié quasiment des entreprises interrogées. Évidemment, le chemin est semé d'embûches et de débats sans fin qu'il convient de dépasser si on veut arriver à quelque chose, notamment sur la convergence ou la différence entre le purpose de la marque et la raison d'être de l'entreprise, sur les synergies éventuelles entre la démarche de raison d'être, les objectifs et la démarche RSE, sur le fait qu'il faut s'engager publiquement, sinon au fond on n'est pas engagé. Ah oui, mais alors il y a un risque de mission washing ou de raison d'être washing. Est-ce que la raison d'être doit refléter le présent ou orienter et annoncer le futur de l'entreprise? J'en ai parlé un peu. Est-ce qu'il faut, évidemment, le fait qu'il ne faut pas se tenir à une déclaration d'intention, mais qu'il faut que ça débouche sur des actions, c'est le sens de la qualité de société à mission. Et une chose, évidemment, qu'on peut dire, c'est que seul l'avenir nous dira si les raisons d'être, tout ça s'inscrit dans le temps quand même. Donc là, on est 1 an et demi après la promulgation de la loi. C'est évidemment très tôt pour savoir si les raisons d'être ont transformé ou pas les produits et les pratiques quotidiennes des entreprises, les processus et les prises de décision, les critères de prise de décision, le pilotage de la performance, tout ce qui concerne les personnes dans l'entreprise, comment elles sont recrutées, comment elles sont formées, comment elles sont motivées, tout ce qui concerne évidemment les profits et le modèle économique qui sont aussi censés être modifiés, transformés par la raison d'être, les partenariats et les relations avec les parties prenantes, les positions publiques, les positions de lobbying de l'entreprise, etc. Donc on est encore très en amont. Je ne sais pas si 1 an et demi après, on peut tirer un bilan, mais en tout cas, voilà en gros ce qu'on a à étudier dans cette publication qui sort donc la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Elisabeth voilà, pour cet exposé passionnant. Je recommande vivement la lecture de l'étude pour avoir eu la chance de la découvrir en avant-première. Elle est à la fois synthétique, didactique, et elle permet vraiment à la fois de bien revenir sur l'historique et sur la genèse de la loi Pacte, sur la dimension aussi importante de benchmark, ce qui se passe dans les autres pays, se dire aussi que la France est pionnière et tu l'as souligné Elisabeth, et c'est important aussi de souligner que la France a un temps d'avance sur les autres pays voilà, parfaitement documenté. Merci beaucoup. Je me tourne vers Coralie, vous qui avez œuvré en tant que rapporteur thématique de la loi Pacte. Quel bilan en tirez-vous? Est-ce que vous avez déjà des premières évaluations? Je crois qu'il y a une étude de France Stratégie qui date de septembre 2020. Est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis? Et puis, est-ce que vous partagez les constats énoncés par Elisabeth et par l'étude Utopie? Oui, merci pour cette question, merci pour le webinaire et puis bravo pour la présentation. Effectivement, l'étude est passionnante et il faudrait qu'on puisse en débattre des heures et des heures, je pense. Alors, en tant que rapporteur de la loi Pacte sur ce chapitre précisément qui introduit la raison d'être et la société à mission, déjà, si je vous livre les petits secrets de couloir de l'Assemblée et de Bercy au moment où on a passé ce texte, je vais vous avouer en toute humilité, et j'ai changé d'avis depuis, donc il faut absolument que je le reconnaisse. Moi, j'étais contre l'inscription de la raison d'être dans le Code civil au tout début. Et j'étais très inquiète, précisément pour les raisons qui viennent d'être énoncées, du fait qu'on vienne introduire dans le Code quelque chose qui n'était pas du tout juridique
Et vous l'avez dit, dans le rapport Sénart-Nota, il était demandé à ce qu'il n'y ait pas d'effet juridique attaché à la raison d'être, et que donc on tombe dans ce risque de washing finalement. Et on en a longuement, mais vraiment très longuement débattu en interne avant d'adopter cette mesure du projet de loi. Et on s'est dit que la seule façon de le rendre pertinent, c'était de l'attacher à la création de cette fameuse société à mission. Il fallait qu'on précise la raison d'être dans le texte et qu'on puisse lui donner un avenir dans sa manière d'être finalement, et pas seulement son explication causale. Donc on y est allé par étapes. C'était une véritable révolution à l'époque. Dans le Code civil, on a eu une levée de bouclier de la communauté des juristes très attachés aux droits des sociétés, qui a plus de 200 ans, qui n'avait pas bougé depuis 200 ans. Donc on dit que la France fait partie des pionniers, elle n'est pas la première, mais elle fait partie des premiers. C'est aussi très rare que la France puisse autant bouger ses fondamentaux en termes de droit civil, droit des sociétés. Donc c'était une petite révolution à l'échelle de l'Assemblée. On a vraiment insisté pour permettre de définir cette raison d'être, pour permettre aussi de lui affecter des moyens. Et on l'a mis dans le texte de loi, ce qui n'est pas anodin, parce que on avait aussi échangé avec des entrepreneurs très engagés, et notamment, je me souviens très bien d'avoir reçu en audition et Danone et la Camif et d'autres, et ça nous a permis de guider un peu les possibles de rédaction de ce texte. Et on se disait qu'il fallait quand même signifier que les entreprises qui allaient s'engager demain là-dedans, c'est du facultatif, c'est pas obligatoire, mais celles qui s'engagent, elles sont vertueuses, mais il faut qu'elles puissent le démontrer d'une façon ou d'une autre et qu'elles puissent y affecter des moyens. Et donc, on a avancé sur cette raison d'être en pensant à ce que deviendrait aussi ensuite cette raison d'être dans une société à mission. Dans une société à mission qui, elle, est l'aboutissement, le troisième étage de la fusée de l'engagement responsable d'une structure, d'une société, d'une entreprise dans la société au sens plus global, et qui a été extrêmement décrié en hémicycle, incompris. Et c'était d'ailleurs assez intéressant de voir à quel point le monde politique était réfractaire au fait de donner une fonction politique à l'entreprise. Parce que quelque part, c'est aussi ça, dire que l'entreprise a une raison d'être ou dire que l'entreprise peut devenir société à mission et réaliser des missions au bénéfice de la société, avoir un impact positif dans la société, c'est quelque part reconnaître une fonction politique à l'entreprise et lui faire confiance, tout en lui disant on viendra vérifier, parce que quand même, si vous l'assumez, il faut aller jusqu'au bout. Mais c'est quand même un gage de confiance, et je pense que cette porosité entre la fonction de business et la fonction politique de l'entreprise par rapport au pouvoir public, c'est pas dans la culture traditionnelle française. Et autant les anglo-saxons, ils ont l'habitude de faire confiance, de partager les responsabilités, de challenger aussi leurs entreprises, autant en France, vous avez plutôt un héritage culturel, chacun est dans son couloir. Vous avez les pouvoirs publics d'un côté, qui définissent les grandes lignes de politique publique, et puis vous avez le milieu économique qui vit lui-même par lui-même, et avec de temps en temps des relations, mais qui ont toujours été traditionnellement plutôt tendues et pas dans le sens d'une construction commune. Et donc je pense que la révolution culturelle, elle est aussi intéressante de ce point de vue-là. C'est un moment où on se tend la main mutuellement, où on vient reconnaître ce qui existe déjà dans ce que fait l'entreprise. On vient dire on a aussi besoin de vous, on sait qu'on n'y arrivera pas sans vous, si on veut changer les choses, c'est avec vous, et on vient vous reconnaître publiquement. Et ça, c'est un changement culturel important pour l'avenir. Parce que le citoyen, il est en attente aussi de lisibilité et de compréhension. Et je pense que les premiers apports de la raison d'être et de la société à mission et des entreprises qui se sont engagées sur ce sujet, c'est notamment cela, c'est de venir dire, OK, on vous montre comment on s'y prend, on vous montre pourquoi on le fait, comment on le fait, et on va vous montrer que ça fonctionne. Et ça, 1 an et demi après le texte, je pense que ça a vraiment pris parmi à la fois les entreprises, mais aussi les citoyens et dans toutes les structures d'entreprise. J'ai été très touchée, je suis députée de Montpellier, on l'a dit en introduction, chez nous, vous avez quand même 98% du patronat qui est de la petite entreprise. Mais on a de la petite entreprise qui a envie de le faire aussi, qui en a entendu parler, qui dans son activité quotidienne, alors qu'elle est tête dans le guidon et qu'elle n'a pas de service support pour réfléchir à tout cela, elle en a entendu parler. Elle a entendu parler de la raison d'être, de la société à mission et du fait que de grandes boîtes françaises s'y étaient mises. Et elles ont envie d'essayer elles aussi. Et elles viennent poser des questions. Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça implique dans mon quotidien? Comment je travaille ça avec mes salariés? Et c'est passionnant de voir à quel point ça peut répondre
à toute typologie d'entreprise, de nos boîtes du CAC 40 à nos petites TPE dans tous les territoires. Et ça veut dire que c'est une bonne réponse. Et c'est une bonne réponse quand tout le monde peut s'approprier l'outil et quand tout le monde peut se permettre, du coup, de l'adapter à ses nécessités et ses progrès. Après, ça ne veut pas dire que que l'outil est parfait et qu'il ne faudra pas le faire évoluer dans quelques années. Je ne suis pas en train de dire qu'on a tout mis. On a eu des débats arbitrés, notamment dans la société à mission. On s'est longuement posé la question de savoir si on devait définir quels étaient les membres du comité de mission qui vient vérifier, quelles sont les parties prenantes qu'il faut absolument associer, ou s'il fallait laisser la liberté à l'entreprise. Vous aviez assez traditionnellement, d'ailleurs, une droite qui nous disait qu'il fallait surtout pas qu'on vienne définir quoi que ce soit, et une gauche qui nous disait que tant qu'on mettait pas de codétermination à 40% de salariés, ça n'aurait aucun sens. Donc vous aviez deux points de vue très différenciés. Je pense que dans la réalité, on a plutôt aujourd'hui des comités de mission qui sont assez bien composés et qui reflètent largement les parties prenantes, parce que ceux qui s'engagent dans cette démarche comprennent que sans des parties prenantes pertinentes qui viennent regarder comment évolue votre mission, vous n'aurez pas un retour pertinent sur votre mission, vous n'aurez pas un retour d'expérience suffisant qui vous permettra de l'atteindre. Donc je pense que dans les faits, on y est. Il faudra attendre un peu plus qu'1 an et demi pour voir véritablement comment ça prend. Il me tarde d'être à 4-5 ans, c'est là où on aura un peu plus de matière et de densité, et probablement qu'à ce moment-là, nous pourrons avoir un nouveau texte pour améliorer le dispositif avec les retours que vous nous ferez aussi. Mais je trouve que pour l'instant, ça prend quand même bien et ça prend de façon cohérente. On sent vraiment cet étage, ce premier mouvement des entreprises qui se sont dotées d'une raison d'être, qui ont réfléchi très souvent avec leurs salariés, avec des cabinets extérieurs, avec leurs consommateurs aussi et fournisseurs à comment le construire, puis qui, une fois qu'elles avaient abouti cette démarche, se lancent dans comment je le matérialise, comment je le concrétise et qui réfléchissent à passer société à mission. Et donc ça, c'est évidemment pour le législateur voir une intention se réaliser, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé à côté d'un mouvement de société et qu'on a pu permettre aussi de se révéler, de prendre forme et d'être visible à l'endroit de nos concitoyens qui ont besoin de voir que ça existe parce qu'en réalité, c'est très, très, très attendu. Merci beaucoup, Coralie. C'est très riche. Moi, ce qui me marque dans votre exposé, c'est à la fois comment dire, cette dimension qualitative finalement de l'analyse de ce premier bilan après 1 an et demi de promulgation de la loi, où on voit finalement que la loi résonne à la fois dans les grandes entreprises et dans les petites entreprises, qu'elle a une dimension aussi de réactivation de la confiance, du lien de confiance entre les citoyens et les entreprises. Et je crois qu'on l'a vu aussi pendant la crise, quand on voit des entreprises comme LVMH qui, du jour au lendemain, se mettent à produire du gel hydroalcoolique pour l'ensemble de la population des soignants, quand on voit d'autres marques comme Lacoste, Chanel qui vont créer des masques pour tous les, pour les Parisiens ou pour des personnes dans le besoin. On sent vraiment ce rôle politique des marques et des entreprises qui prend forme. Et effectivement, même si voilà, on a un premier bilan chiffré, on a aussi cette nécessité d'avoir ce bilan et ce retour qualitatif que vous avez exposé. Merci beaucoup. Et puis merci beaucoup pour les petits secrets. Vu qu'on se dit tous ce matin, Emery Jacquier ou Mathias Vichra, en 2018-2019, quand la loi Pacte est apparue dans les airs, comment vous, qui étiez en entreprise, avez perçu cette incursion finalement du politique dans la vie de l'entreprise? Qu'est-ce que la loi vous a inspiré à l'époque et qu'est-ce qu'elle vous inspire maintenant? Je ne sais pas qui veut commencer. Je trouve que la loi arrive exactement au bon moment. Coralie l'a dit, il y a une attente croissante des citoyens, des consommateurs, de nos propres collaborateurs sur l'engagement des entreprises, et il y a une exigence croissante sur le rôle et l'utilité de l'entreprise pour faire face aux grands défis qui sont les nôtres, parce que je crois qu'on est la première génération probablement à savoir que les dérèglements climatiques, les problèmes de biodiversité, les enjeux sociaux qui sont associés à tout ça sont directement liés à nos modes de consommation, de production, d'organisation. Mais on est aussi la dernière génération à pouvoir, c'est-à-dire à pouvoir agir avant que tout ça nous échappe. Et du coup, je crois qu'en tant que chef d'entreprise, on a une grande responsabilité, c'est d'agir.
hein, et c'est bien le titre de ce webinaire, c'est de la raison d'être à la raison d'agir. Et la loi Pacte a offert un cadre structurant pour tous les dirigeants qui veulent rendre leur entreprise et leur organisation contributive aux enjeux sociaux et environnementaux. Et je dirais, la beauté de la chose, c'est qu'on est en train de faire la preuve qu'on peut réconcilier l'économie avec les enjeux sociaux et environnementaux parce que la loi Pacte, la société à mission, c'est un levier de performance autant que d'engagement. Et effectivement, les entreprises qui sont probablement le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait aujourd'hui à disposition. Parce que je vous rappelle, moi j'ai été marqué par une étude de Carbone 4 qui montre que si tous les citoyens adoptent les meilleures pratiques en matière d'éco-gestes, qu'on arrête de prendre l'avion, qu'on arrête de manger de la viande et qu'on arrête de prendre sa voiture pour les trajets de moins de 3 km, on n'aura fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. C'est-à-dire que les 75 autres % du chemin sont à faire par les entreprises. Et donc, voilà, il y a un enjeu majeur à ce que toutes les entreprises, de toutes les tailles, de tous les secteurs, se saisissent de ce sujet-là parce qu'il est une attente et c'est un levier de performance et d'engagement. Donc, levier de performance et d'engagement pour l'entreprise. Mathias, je ne sais pas si vous souhaitez compléter sur cette question. Oui, moi je pense que la première chose, et Corinne Dubos l'a rappelé, c'est que c'est un processus législatif et une loi qui s'est inscrite dans un cadre partenarial avec beaucoup d'acteurs. Et je pense que c'est assez singulier pour être souligné. Et le fait qu'il y ait autant de chefs d'entreprise, autant d'associations, autant d'acteurs différents qui aient été associés à la rédaction du texte est plutôt un gage de réussite. La deuxième chose, c'est, je pense, qu'il y a eu un bon équilibre entre le prescriptif et la liberté pour les entreprises. C'est vrai qu'en réalité, une des forces quand même de la loi Pacte dans sa partie raison d'être et société à mission, c'est quand même l'opposabilité. C'est-à-dire qu'à un moment, pour aller au-delà de l'intention, au-delà de l'incantatoire, il faut qu'il y ait une forme d'opposabilité. L'opposabilité, c'est à la fois évidemment la modification du code civil, mais c'est aussi l'inscription, par exemple, d'une raison d'être dans les statuts et des éléments de gouvernance renouvelés. Quand vous avez un comité de mission avec des membres indépendants, ça change la gouvernance de l'entreprise. Donc il y a une forme d'opposabilité, j'allais dire, d'inscription dans le réel. Et enfin, pour faire le bilan, je vous rejoins, il est encore un peu trop tôt, mais grâce à la mobilisation notamment d'Emery, on peut voir qu'il y a une communauté des entreprises à mission qui se crée. On a un peu plus de 80 entreprises qui sont entreprises à mission. Danone est la première entreprise du CAC 40, mais nous avons bon espoir que d'autres entreprises cotées puissent se lancer dans l'aventure. Et de manière générale, on sent, Elisabeth a raison de le souligner, qu'on est dans un momentum particulier. Et étant plutôt optimiste que pessimiste, j'espère que ça va s'inscrire évidemment dans une accélération du nombre d'entreprises qui vont rejoindre ce mouvement. Merci beaucoup, Mathias. On ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas si on peut régler peut-être un peu le son, voilà, pour entendre 100% de ce que vous nous dites. Emery, j'ai une petite question pour vous. Je crois que Camille s'est engagée en 2017 dans le processus de société à mission, d'entreprise à mission. À quel moment, en fait, ce besoin a émergé et est-ce qu'il y a eu un déclic particulier qui vous a fait vous engager sur ce chemin? Le chemin, il a démarré assez largement avant 2017, hein, puisqu'il a démarré en fait véritablement en 2013. Au moment où, après avoir relancé la CAMIF sur ce modèle d'impact positif sur les enjeux sociaux, sur le territoire à Niort, aussi avec le Made in France, et après avoir fait la reconquête des clients historiques de la CAMIF, hein, on s'est dit, à un moment donné, il va falloir qu'on aille chercher des nouveaux clients parce que les instituteurs à la retraite de 65 ans en 2013, on se doutait bien que 10 ans plus tard, ils auraient plus de mal à acheter des meubles. Et donc, c'est poser la question de la raison d'être exactement à ce moment-là, en se disant, avant d'aller chercher les nouveaux consommateurs, il faut qu'on sache pourquoi on est là, à quoi on sert, pourquoi on existe. Puis on a fait rentrer un des tout premiers fonds d'impact dans le capital de CAMIF, Citizen Capital, et avec qui on a pas mal travaillé et cheminé pour structurer notre démarche.
Et on a fait une rencontre avec celle des chercheurs de l'école des mines, Blanche Ségrestin et Herman Hattuel, qui avaient théorisé déjà sur la société à objet social étendu. C'est des travaux qui m'ont pas mal marqué et inspiré. Et donc, on a fait un peu le cas d'école de l'école des mines. Ça a été notre loi Pacte à nous, notre cadre. Et on a défini un petit groupe de travail qu'on a appelé la cellulose, la cellule à l'objet social étendu, qui est aujourd'hui notre comité de mission, avec comme première mission définir la raison d'être de Camif. Donc, on a interrogé beaucoup de parties prenantes. Alors, on a mis 2 ans et demi pour sortir les 2 phrases que tu as montrées qui sont constitutives de notre raison d'être, Elisabeth. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas efficace à la Camif, c'est juste parce qu'on a pris le temps d'interroger des clients, des collaborateurs, des acteurs du territoire, des fournisseurs. Et cette matière nous a beaucoup nourris pour pouvoir sortir une raison d'être juste, parce que chaque mot compte et on ne fait pas une raison d'être pour 4-5 ans, elle doit être pérenne, au-delà des changements d'actionnaires, de dirigeants. C'est une raison d'être, c'est une boussole qui va nous accompagner sur les 25 prochaines années. Et cette raison d'être, elle nous donne du sens. Voilà. Et on a inscrit cette raison d'être dans nos statuts, un peu avant la loi Pacte, du coup, en 2017, le 17 novembre, ainsi que nos engagements, parce qu'on a traduit cette raison d'être, et Elisabeth l'a tout à fait dit justement tout à l'heure, la raison d'être, c'est pas suffisant. La question qui vient immédiatement après la raison d'être, c'est comment on la caractérise, comment on la concrétise, quels sont les objectifs sociaux et environnementaux de l'entreprise. Donc, nous, on a défini 5 objectifs qui sont maintenant statutaires, puisqu'on a obtenu maintenant, depuis que les décrets d'application de la loi Pacte sont passés, la qualité de société à mission. Et du coup, ces 5 objectifs statutaires, ils mettent en mouvement l'entreprise. Et donc, en 2017, on a lancé comme ça, 2 semaines après l'inscription statutaire, on a fait notre premier acte de renoncement majeur puisqu'on a boycotté le Black Friday et qu'on a fermé le site de la Camif, le meilleur jour du e-commerce. Alors là, j'ai mis les pieds dans le plat de l'injonction contradictoire entre l'exigence du court terme des actionnaires qui veulent du profit et l'enjeu social, la mission de l'entreprise, mais qui est plus sur une durée plus longue. Mais ça m'a semblé tout à fait juste. Et pourquoi je me suis senti légitime de faire cette action? Parce que notre premier engagement de mission, c'est de sensibiliser autour de la consommation responsable. Et donc, on s'est dit, le meilleur jour pour faire ce travail de sensibilisation, c'est celui qui est le pire jour pour la planète, c'est celui du jour de la syndrome de la surconsommation. Et donc, voilà, c'est intéressant parce que les renoncements d'aujourd'hui, Elisabeth a parlé des renoncements, c'est les profits de demain. Parce qu'avec le recul, je peux vous dire que la résilience de l'entreprise à mission Camif, elle s'est révélée tout à fait forte pendant ces temps de crise qu'on a connus cette année. On connaît une croissance de 64% depuis avril. Si on a cette croissance et si on a cette reconnaissance de la part des consommateurs en termes d'engagement, la marque Camif est reconnue comme la marque la plus engagée dans son secteur sur l'équipement de la maison, sur le développement durable et l'engagement sur la consommation responsable, ça, quelque part, après, au bout d'un moment, ça paye et ça se traduit dans les chiffres et ça se traduit donc dans la performance. Maintenant, il faut un peu changer de lunettes, c'est-à-dire que c'est comme moi cet été, j'ai changé de lunettes, j'ai adopté des verres progressifs. Donc, je vois très bien de près mon EBITDA à 3 mois, mais je vois aussi très bien de loin la contribution de Camif aux enjeux de société et aux enjeux de la consommation responsable, de la production locale, parce que c'est ça notre enjeu. Et donc, ce qui est passionnant dans le projet, et là, le petit schéma qu'Elisabeth montrait avec la montagne est tout à fait juste, c'est le chemin qui transforme. Et c'est ça qui est passionnant et c'est ce qu'on voit dans la communauté des entreprises à mission, c'est des dirigeants qui sont en chemin, puisqu'on accueille pas que des sociétés à mission, on accueille des entreprises qui sont en chemin. Et ce chemin, il est structurant pour rendre l'entreprise meilleure et pour la rendre vraiment contributive sur ces enjeux sociaux et environnementaux. C'est un chemin de transformation et c'est un chemin qui est passionnant parce qu'il redonne du sens au projet de l'entreprise, il redonne du sens au chef d'entreprise, il redonne du sens aux collaborateurs de l'entreprise. Et le sens, c'est ce dont on a tous besoin. Voilà, donc ces engagements-là, ils sont structurants et ils sont fondamentaux. Et c'est pour ça que la société à mission est très bien définie dans la loi Pacte. C'est pas uniquement une raison d'être, c'est une raison d'être et des objectifs qui sont inscrits dans les statuts et qu'on va devoir aller évaluer. Alors, un de nos engagements, par exemple, c'est de dynamiser l'emploi sur les territoires. Ça, c'est lié effectivement à notre choix dès 2009 de miser sur le Made in France, alors qu'il n'y avait pas encore le slip français, il n'y avait pas le ministre qui avait porté la marinière. Et à un moment donné, le comité de mission a dit, c'est bien, mais c'est quoi comment on évalue ça? Parce qu'il faut évaluer nos objectifs. Alors, on a été chercher une très bonne étude qui s'appelle Local Footprint,
voilà, bon, Elisabeth, utopie, pour aller creuser l'impact social du projet CAMIF. Et on a pu mesurer un effet multiplicateur de x14, c'est-à-dire pour un emploi créé à la CAMIF à Niort, on soutient directement 14 emplois en France. C'est énorme et c'est lié à notre implication, dont 25% en région Nouvelle-Aquitaine, ce qui montre l'ancrage local de l'entreprise. Quand certaines plateformes du e-commerce, sans les citer, pour un emploi créé, c'est 2,2 détruits. Hein. Donc, voilà, c'est ça la différence. Et donc, ça mérite d'être connu, d'être reconnu. Et c'est pour ça que je suis content qu'il y ait une loi, parce que quelque part, ça permet de dire, voilà, cette société, elle a fait l'effort de structurer sa démarche. Elle est société à mission, et puis elle peut être aussi Bicorp. C'est des démarches qui sont très complémentaires, effectivement. Hein, Bicorp, c'est vraiment une façon d'évaluer de manière, la performance extra-financière globale de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose de très horizontal, là où la société à mission est quelque chose de très singulier à l'entreprise et donc très vertical et va aller plus loin sur les enjeux clés qui sont ceux de l'entreprise. Merci Amri. On voit effectivement ce long cheminement depuis 2013 et qui forge aussi des convictions et la passion. Mathias, du côté de Danone, donc le vote a eu lieu cet été, au mois de juin, par les actionnaires de Danone sur la transformation en société à mission. Concrètement, comment vous avez mis en œuvre cette transition? Comment vous avez convaincu à la fois vos actionnaires, vos salariés, les différentes parties prenantes? Quelle méthode finalement vous avez définie et mis en place pour arriver à ce vote? Est-ce que vous m'entendez mieux? Un peu mieux, merci. Un peu mieux seulement? Bon, je vais essayer de me rapprocher encore de l'ordinateur. D'abord, il y a quand même une forme de continuité. Elisabeth l'a rappelé, la raison d'être de l'entreprise a été définie en 2005, pardon, donc il y a 15 ans. Donc avec une raison d'être qui est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, qui est une raison d'être crédible, pour reprendre le terme de formulation donné par Elisabeth, dans le sens où elle s'est accompagnée de choix stratégiques. Ce sont des choix de cession d'activité et qui se sont inscrits aussi dans des labels qui ont montré que cette raison d'être était tangible. Le label, c'est Nutri-Score. Nous avons 90% de nos produits qui sont aujourd'hui classés en A et B dans Nutri-Score, c'est-à-dire considérés comme sains en termes nutritionnels. Et donc, quand on dit apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre et que nous avons 90% de nos produits qui sont A et B, ça veut dire que la raison d'être est crédible, tangible et qu'elle a une dimension stratégique. Donc, il y avait une forme de continuité. Ensuite, il y a quand même une forme de rupture qui s'est opérée et qui a été accélérée en réalité par la crise Covid. C'est-à-dire que Emmanuel Faber, notre PDG, ainsi que des parties prenantes avec lesquelles nous travaillons, beaucoup de salariés aussi, ont eu la conviction que la crise devait permettre d'accélérer l'agenda en matière sociale et environnementale. Et ça s'est manifesté par deux décisions. La première a été de devenir société à mission. Donc la décision a été prise en avril pour un vote des actionnaires en juin. Donc c'est-à-dire que ça a été une vraie accélération dans le calendrier. Et la deuxième décision que nous avons prise, et Elisabeth le rappelait, parce qu'il peut y avoir une complémentarité entre les deux procédures, c'est que nous avons aussi accéléré notre calendrier de certification Bicorp pour devenir 100% Bicorp en 2025. En ce qui concerne la méthode, c'est vrai que d'abord, ça s'inscrivait dans une forme de continuité. Donc, le corps social de l'entreprise, finalement, était déjà très conscient et très impliqué et très engagé dans ces démarches-là. En même temps, il y a eu effectivement cet effet d'accélération qui a évidemment entraîné de la concertation avec les organisations syndicales, avec les salariés. On a un processus qui s'appelle One Voice et qui est un processus itératif de consultation de l'ensemble des salariés qui nous a permis aussi d'avoir cette démarche concertée. Mais il y a eu un effet d'accélération avec la crise et que nous avons senti que c'était une demande forte, évidemment, du côté de nos salariés, mais aussi des consommateurs. Et les chiffres de l'étude l'ont rappelé, il y a de plus en plus d'attentes du côté des consommateurs en ce qui concerne l'engagement social et environnemental des entreprises.
Merci beaucoup. J'en profite pour me faire le relais déjà de quelques questions autour de cette thématique du processus qui interroge beaucoup. Et peut-être pour Elisabeth sur, enfin, on voit la fois Imri nous dit 2 ans et demi, on va interroger l'ensemble de nos parties prenantes. Mathias qui dit on a ce système de One Voice où on peut interroger l'ensemble des salariés. Et une des questions qui revient souvent, c'est jusqu'où on va dans la méthode collaborative pour établir sa raison d'être. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des risques d'être dans une méthode collaborative ou vaut mieux plutôt être sur un comité resserré? Oui, alors les réponses varient là-dessus, mais je vais à minima donner la nôtre. Il y a effectivement sur les méthodes collaboratives, mais comme sur l'innovation par exemple, un risque parfois de démagogie en fait, de dire ah non mais on a impliqué tout le monde donc c'est incontestable, etc. Je pense que ce qui importe au fond, c'est à quel moment on implique les gens. Après, les méthodes varient. Il peut y avoir des méthodes plus quantitatives quand c'est des très grosses entreprises, des méthodes plus d'ateliers, etc. Je pense qu'il y a un moment clé pour impliquer, et d'ailleurs pas que les salariés, les parties prenantes aussi, qui est l'amont, c'est-à-dire la réflexion amont. C'est ça qui peut prendre le temps qu'Emery évoque finalement. Ça peut rejoindre des démarches de consultation d'ailleurs qui sont menées dans le cadre de stratégie RSE pour comprendre les enjeux, comprendre ce qu'il y a dans l'ADN au fond de la boîte, ce qui fait que les gens sont hyper fiers de travailler pour cette entreprise-là, à quel moment elle a été au meilleur dans son histoire de la façon dont elle peut contribuer à la société, etc. Donc ça, c'est hyper important sur l'amont. Moi, je pense, en tout cas nous chez Utopie, on pense vraiment que ça n'a pas de sens sur la formulation. J'aime beaucoup cette phrase de Churchill qui quand même a été prix Nobel de littérature et qui disait « Qu'est-ce qu'un chameau ? C'est un cheval dessiné par un comité ». Donc on voit bien sur la formulation, notamment s'il faut choisir, si on veut une formulation simple, quelques mots, etc., on voit très bien que le consensus n'est jamais la meilleure façon de faire ça parce que chacun veut rajouter son idée. Alors c'est là en général que vous rajoutez le mot ensemble, par exemple, qui généralement vient en disant ah non mais il faudrait qu'on rajoute ensemble dans le respect des spécificités des pays ou je sais pas bon, et vous rajoutez une série de trucs qui vont faire que la formule finale va être hyper longue et pas très mémorisable et qui va beaucoup ressembler d'ailleurs à celle de tous les autres qui ont fait la même démarche au moment de la formulation parce que c'est les mêmes mots qui reviennent, vous voyez. Bon. Donc sur la formulation, nous en tout cas, on pense que c'est vraiment pas du tout une bonne idée. Donc oui, il y a des risques à prendre et oui, il y a des partis pris à poser, mais pardonnez-moi, c'est le boulot de la direction de faire son boulot, c'est-à-dire à un moment de donner la direction et de donner le cap sur la base de la consultation initiale. Et en revanche, je pense qu'il y a consultation à mener sur l'aval, c'est-à-dire une fois que j'ai posé ce cap, comment on va le traduire concrètement. C'est-à-dire, même si je pose les grands axes, les grands objectifs sociaux ou environnementaux que demande la loi pour obtenir la qualité de société à mission, par exemple, alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et là, évidemment, si vous n'impliquez pas les gens qui vont faire le boulot, si je puis dire, qui savent quelles sont les difficultés, qui savent ce qu'on a fait de mieux sur le terrain, comment on peut le généraliser, etc., ben, ça ne marche pas. D'accord? Et clairement pas ni la direction ni les consultants éventuels qui vont faire ce boulot-là. Donc là, sur l'amont et sur l'aval, c'est très important, de manière différente, évidemment, à chaque fois. Pour compléter le propos d'Elisabeth, pour observer ce qui se passe chez les dirigeants qui sont membres de la communauté des entreprises à mission, il y a vraiment une diversité de méthodes. Et je pense que la loi Pacte est intéressante dans le sens où elle laisse un grand champ de liberté. Et il y a des étapes, il y a des étapes à franchir indispensables, mais il y a beaucoup de liberté. On a des entreprises qui sont des mission natives. Hein, c'est des startups. Le fondateur, il est parti avec son idée en tête qu'il allait changer le monde pour une raison ou pour une autre. Nous, on change le monde de l'intérieur à la Camif, mais voilà. Donc, ceux-là, ils interrogent personne. C'est le fondateur et il impose sa mission et tout le monde vient parce que le projet fait sens, etc. Et puis après, il y a des démarches, la plupart du temps, qui sont quand même collaboratives dans le sens où elles vont, comme l'a dit Elisabeth, en amont, interroger les parties prenantes. Et ce travail d'interrogation, je pense qu'il est quand même très intéressant au fond, parce qu'il permet de voir à quel point, quelle est la valeur créée par l'entreprise pour chacune des parties prenantes et comment ils perçoivent la valeur qui peut être créée dans la société par l'entreprise. Et donc ce regard un peu 360 des parties prenantes, il est très très riche. Et après, je rejoins Elisabeth, il faut qu'il y ait
un petit groupe de travail qui décide. Mais parce que chaque mot compte. Nous, on a passé des heures sur est-ce qu'il faut mettre dans la maison ou pas dans la maison, est-ce qu'il faut qualifier le métier ou pas dans la raison d'être. On l'a mis. Voilà, on l'a mis, on s'est dit on va être dans la maison, bah, très bien. Donc chaque mot compte et puis cette formulation, il ne faut pas se tromper. C'est un exercice qui est délicat et qui ne peut pas être confié à une agence de com. C'est quelque chose qui doit vraiment être dont les équipes de l'entreprise doivent s'approprier. Et puis chaque mot compte, c'est l'expression de raison d'être, c'est un exercice délicat, c'est une sorte de ligne de crête. Hein. C'est-à-dire que soit on est totalement déconnecté des pratiques de l'entreprise et le plus grand risque, c'est celui de l'insincérité qui va être immédiatement perçu par les collaborateurs. Et inversement, si ça ne crée pas une sorte de tension positive et créative, donc si ça ne crée pas une sorte d'énergie un petit peu à se mettre en mouvement, bah, ça ne va pas engager personne, quoi. Donc, c'est une ligne de crête qui n'est pas si facile que ça à trouver, mais ce qui est bien, c'est que si on y prend le temps, il ne faut pas se précipiter. Je crois que c'est aussi le conseil. Ouais. 2 ans et demi, on a peut-être été un peu long. Hein. Aujourd'hui, il y a un cadre avec la loi PACTE qui est plus simple, enfin, qui est bien défini. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre son temps. Il y a urgence à se mettre en chemin, mais il faut prendre son temps aussi. Merci Emery. Effectivement, on a un cadre avec la loi PACTE, on a un référentiel maintenant avec Utopie aussi, avec de très bons conseils sur le chemin à prendre. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup et qui intéresse nos auditeurs, c'est finalement cette dimension transformative de la raison d'être et de la société à mission. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'aval et de la concertation pour aboutir à la formulation à terme de la raison d'être. Mais finalement, comment fait-on pour que ça ne reste pas que du domaine du corporate, que du domaine de la marque? Et comment on fait, donc bien évidemment en ayant impliqué les collaborateurs en amont, mais comment on fait après en aval pour que l'ensemble des services, des BU d'une entreprise se mettent dans les pas de la raison d'être ou alors plus facile après, je pense, quand on est société à mission, mais en tout cas dans les pas de la raison d'être, pour finalement pas qu'on soit dans du mission washing. Peut-être que Mathias peut nous répondre. Bah, d'abord, nous, c'est quand même encore tout frais parce qu'on a voté donc en juin dernier, on a installé le comité de mission donc avec 10 membres indépendants et on a commencé à travailler notamment sur les indicateurs qui permettent de certifier avec un organisme tiers indépendant que la mission que l'on poursuit, c'est pas simplement nous qui disons nous poursuivons cette mission positive pour la nature, la société, mais que nous soyons certifiés avec une forme d'évaluation externe. Et ça, c'est aussi un élément très important, je pense, c'est l'objectivation de la mission que permet le dispositif de la loi PACTE. Et c'est dans ce cadre-là, à ce stade en tout cas, que l'on inscrit une forme de concertation, de suivi avec les BU, avec les salariés, que l'on fait participer à la définition de cette logique d'indicateur. C'est-à-dire que on travaille avec le comité de mission, on va travailler avec l'ETI, donc chez nous c'est PwC, et la recherche des bons indicateurs pertinents qui, d'une certaine manière, permettent de certifier la mission, est un axe de travail important, intéressant, de suivi au sein de l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'après, et je reviens encore à Bicorp, comme complément intéressant de l'entreprise à mission, l'entreprise à mission ne se déploie pas sur le packaging des produits que vous avez. Il n'y a pas une forme de merchandising ou de marketing de l'entreprise à mission. Donc le rapport, entre guillemets, que vous pouvez donner à votre engagement de ce point de vue-là et la dimension consommateur n'est pas forcément totalement évidente. Et peut-être que c'est d'ailleurs un des éléments à réfléchir sur des éléments de labellisation, etc. Et nous, pour l'instant, on pense que Bicorp, c'est le label complémentaire qui permet en réalité d'avoir cette dimension pour les consommateurs, cette continuité et du coup un engagement des BU dans cette approche un peu de marketing. Sinon, il y a un risque effectivement que l'entreprise à mission reste d'abord un sujet corporate, un sujet de direction d'une certaine manière et pas assez incarné dans le corps social de l'entreprise. Peut-être vas-y. Ok, je pourrais dire juste un mot pour compléter. Moi, je pense que quand la mission est claire, elle éclaire chacun dans ses décisions. Et pour qu'elle soit éclairante, et parce que qui sont les mieux placés
pour traduire la mission dans le projet de l'entreprise, c'est les collaborateurs de l'entreprise. Et donc, le rôle du manager, c'est de rappeler la mission, de la répéter souvent, de rappeler les objectifs et de faire en sorte que ces objectifs statutaires, ils atterrissent à un moment donné dans les plans d'action, dans les plans stratégiques, dans les budgets. Et une fois qu'ils ont atterri dans les budgets, alors ça devient des leviers pour innover, etc. Un de nos engagements de mission qu'on a sorti en 2017, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Ça, c'est un sacré engagement. Ça a obligé tous les chefs de produits de la Camif à revoir leur offre, à revoir la façon dont sont fabriqués les produits pour intégrer davantage de composants recyclables. Et on a lancé un projet qui est en train de transformer le métier même de l'entreprise. C'est ça qui est intéressant dans la société à mission, c'est que c'est un levier de transformation extraordinaire. On est en train de passer de distributeurs, où nos chefs de produits faisaient un rôle de sélection parmi des fabricants sur des critères qualitatifs, durables, locaux, à un métier d'éditeur, où on a décidé, puisqu'on s'est mis cet objectif de faire de l'économie circulaire notre standard, d'accélérer la transition et la transformation de notre offre produit, parce que la société à mission, ça doit se traduire au cœur de l'offre. C'est ça toute la différence entre la société à mission et la RSE, etc. C'est que la mission, elle est au cœur de l'offre, ou alors elle est pipeau. Donc, il faut bien qu'on retrouve dans l'offre produit, voilà. Donc là, par exemple, on a sorti une première collection de Camif Édition en 2018, une deuxième version en 2019. Là, on sort 50 nouvelles collections issues de l'économie circulaire. On a fait travailler ensemble des experts de l'économie circulaire, des designers, des fabricants français, des collaborateurs de Camif et des consommateurs pour sortir tous ces modèles. On a profité du Black Friday pour sortir un produit qui s'appelle le matelas Guillaume, qui est issu qui est fabriqué à partir de déchets plastiques ramassés dans les océans. Voilà. Et en même temps, on a envoyé nos collaborateurs ramasser des déchets plastiques dans le port de La Rochelle. Voilà, c'est comme ça qu'on vit le projet de l'entreprise, qu'on vit la mission de l'entreprise. Elle doit être vécue de l'intérieur. Je vais peut-être insister sur un point, enfin sur 2 points en écho à ce que disait Mathias sur la complémentarité Bicorp société à mission et sur ce que dit Emery sur l'offre. Moi, je pense, et nous, chez Utopie, on est société à mission aussi. Et quand on se pose la question de ce que ça transforme, pour moi, je rejoins Emery sur le fait que ça doit d'abord, à terme, transformer les produits et l'offre de l'entreprise. Et que si ça ne transforme pas, c'est-à-dire la source de profit, le Bicorp dirait le modèle économique. Et d'ailleurs, quand vous faites le questionnaire Bicorp, et c'est en ça qu'il est très complémentaire de la loi Pacte, c'est que le questionnaire Bicorp insiste beaucoup. Dès que vous dites, non, mais oui, je fais de l'économie circulaire, Jean-Emery, bon, on va vous dire, OK, mais c'est quoi le pourcentage de tes activités, de ton chiffre d'affaires qui provient de produits ou services qui correspondent effectivement à ce que tu me racontes? Et quels sont les labels, les certifications externes qui me prouvent que c'est pas juste de l'autodéclaration? Quelles sont les certifications externes qui me prouvent qu'effectivement, il y a 73% de ton offre chez Emery, etc. Nous, par exemple, on va se poser la question de l'impact de nos missions de conseil, de la catégorisation des missions de conseil. Et en fait, le questionnaire Bicorp pose toutes ces questions. Donc, il aide énormément à identifier où sont les indicateurs clés de transformation de l'offre, quels sont les référentiels externes ou les caractéristiques objectives qui vont permettre de piloter ce que les anglo-saxons appellent le choice editing, c'est-à-dire comment on remplace progressivement une offre potentiellement conventionnelle par de l'offre responsable. Parce que l'enjeu, c'est de proposer l'offre responsable demain à la place de l'offre conventionnelle et pas en plus pour les bobos qu'éventuellement ça intéresserait. On a effectivement du coup une vision de transformation positive. Enfin, c'est ça qui est intéressant dans votre retour d'expérience, c'est qu'on sent que finalement la loi Pacte inscrit dans une dynamique où on va vraiment réfléchir à l'ensemble des actions et des activités de son entreprise, de ses produits, de ses services, pour aller dans voilà, une vision améliorée de ce qu'on propose ensuite aux consommateurs. Et c'est assez étonnant, enfin, parce qu'en parallèle, donc j'ai des questions des auditeurs qui, eux, s'interrogent plutôt sur… Coralie voulait rajouter quelque chose sur ce point. Alors, justement, j'allais peut-être rajouter, ok, j'allais poser une question à Coralie, mais alors on va voir si, si c'est lié. Enfin, on parle aussi de la dimension législative et juridique et l'opposabilité de la raison d'être. Et du coup, donc, on a d'un côté la transformation positive, mais de l'autre, pour les entreprises qui ne s'engagent pas sur le bon chemin, qui ont fait du mission washing justement, quelles sont les possibilités de se retourner contre elles?
Voilà, je ne sais pas si ça rejoint ce que Coralie voulait. Non, ça ne rejoint pas exactement, mais c'est pas grave parce que je ferai le pont. Je vais répondre d'abord à la question des auditeurs parce que si c'est une question qui revient, c'est qu'elle est importante. En fait, la raison moi à la base, je suis juriste et c'est exactement pour cette raison que je m'étais au début opposée à l'introduction de la raison d'être dans le Code civil. C'est-à-dire que c'est facultatif, la raison d'être. Ne le feront que les entreprises très vertueuses. Mais une fois que c'est inscrit dans les statuts, c'est engageant. Une fois que c'est inscrit dans les statuts, c'est contractualisé et c'est très engageant. Et dans la préparation du texte de la loi Pacte à l'Assemblée, on avait auditionné bien évidemment des profs de droit et la Cour de cassation, la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui nous avait dit très clairement si vous restez sur la formulation originelle du projet de loi, nous, on va en déduire à minima des obligations de moyens et peut-être des obligations de résultats. Et donc, nos échanges avec la chambre commerciale de la Cour de cassation avaient été de dire, puisque ce sont majoritairement et dans leur immense majorité des entreprises très vertueuses qui vont s'engager un peu plus que d'autres moins vertueuses, essayez de ne pas les rendre beaucoup plus sanctionnables que celles qui ne feraient même pas l'effort de réfléchir à une raison d'être, et définissez bien la façon dont vous voulez qu'on y attache des effets juridiques, parce que c'est là où le rapport Nota-Sénard, qui est un excellent rapport, touchait un peu sa limite, c'est qu'on ne peut pas dire j'inscris quelque chose dans le code civil et ça n'a pas d'effet juridique, ça n'existe pas, c'est pas possible. À partir du moment où vous l'avez mis dans la loi, les juges peuvent en tirer des conséquences, sinon vous changez le mode de fonctionnement de la justice et ça c'était pas l'enjeu de la loi Pacte. Donc ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a rajouté cette petite phrase qui dit que la raison d'être, ce sont les principes dont l'entreprise, dont la société se dote et auxquels elle affecte des moyens dans la réalisation de son activité. Donc en fait, on est venu le circonscrire, c'est aussi pour guider l'entreprise et lui dire le chemin que vous allez choisir d'afficher dans une raison d'être, c'est un chemin qu'il va falloir parcourir. Parce que si un jour quelqu'un décide de venir présenter votre raison d'être devant un juge en disant ça fait 15 ans qu'ils ont adopté cette raison d'être, ils n'ont pas affecté un seul moyen pour la réalisation de cet objectif, ils n'ont rien fait dans cette entreprise pour essayer cela, vous pouvez potentiellement être sanctionné là-dessus. Donc, on est venu empêcher le wash et on est venu aussi préciser que ce n'était pas une obligation de résultat, mais plutôt de moyens, et que si on veut être sur de l'obligation de résultat très clairement mesurable, c'est là où il faut passer à l'étape société à mission. Voilà, ça c'était vraiment l'idée d'un point de vue un peu technique, juridique et législatif, comment on a réaménagé les choses. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui c'est à peu près stabilisé dans le texte, il faudra voir ce que les juges en font à échelle de 30 ou 40 ans, on verra. Je sais qu'il y a déjà des thèses dans les facs de droit qui ont été lancées sur la raison d'être et la société à mission, donc ça va passionner les juristes pendant quelques temps. C'est très nouveau, si vous voulez, comme culture en droit, on a l'habitude de prendre des lois un peu binaires avec réponse A, réponse B, c'est noir ou c'est blanc, il n'y a pas de gris. Là, on introduit des notions où justement il va falloir venir apprécier au cas par cas, qualitativement, évaluer la façon dont ça a été mis en place, etc. Mais quand j'entends Emery nous expliquer le matelas Guillaume, je me dis qu'on est déjà dans la réalisation de sa raison d'être et qu'après le juge il va pas se demander si le matelas il est confortable ou pas pour dormir, il va se demander s'il fonctionne, le fait qu'il ait été mis en place, que des gens aient réfléchi au sujet, etc. Vous êtes déjà dans la réalisation de cette raison d'être. Sur le point précédent, ce qui m'intéressait, mais ça répond aussi en partie, je voulais intervenir sur le fait que dans la loi Pacte, on avait aussi passé un amendement sur l'évaluation des labels et des référentiels en dehors de raison d'être, société à mission. On avait eu ce débat en hémicycle parce qu'on avait notamment un député, il faut saluer, même s'il n'est pas de mon parti et je n'ai pas le même point de vue que lui, mais je salue son engagement en la matière. Dominique Potier, il militait lui, il voulait faire créer un label public RSE d'État qui s'impose à tous les labels et qui les fasse disparaître. Et évidemment, vous aviez de l'autre côté les députés LR qui, au contraire, disaient l'État ne doit pas intervenir dans cette matière-là. Et nous, comme on fait du en même temps, on a trouvé une solution de en même temps. Et on a rédigé un amendement qui a quand même été voté par tout le monde, qui disait que le gouvernement allait devoir s'engager à venir évaluer les labels qui existent en dehors de société à mission, raison d'être, pour donner une forme de visibilité quand même aux citoyens et aux petites boîtes. Parce que vous avez plus de 800 labels aujourd'hui en France en matière de RSE, c'est quand même pas mal. Ils ne sont pas tous accessibles de la même façon, ni financièrement, ni en termes de compréhension, ni en termes d'engagement.
Ils viennent pas tous évaluer la même chose. Vous avez quand même des familles de labels ou de certification qui viennent plutôt évaluer votre engagement, ceux qui évaluent votre démarche, votre méthodo, et ceux qui évaluent réellement votre impact et votre résultat. Donc, vous avez 3 grandes familles, et il est possible, quand vous n'êtes pas un expert en la matière, de vous y perdre. Je veux dire, il faudrait vraiment pas, il faut pas qu'il y ait une personne en France qui se dise « Oh là là, mon Dieu, je suis perdu au milieu des labels, je suis nul ». Non, ils sont foisonnants, il y a énormément d'écriture à ce sujet. Et donc, Bercy a diligenté une mission à laquelle j'ai participé et on a rendu le rapport la semaine dernière. C'est tout frais, hein, c'était lundi dernier, je rendais mon rapport à Olivia, à Grégoire et Bruno Le Maire, que j'ai diligenté avec Fela Himalayenne du Global Compact et Jean-Paul Chaperon du Syntec à Nantes. C'est plus d'1 an de travaux. Et on est venu regarder ce que l'État pouvait faire de mieux pour donner une grille de lisibilité sur les labels et permettre à la fois aux salariés, aux consommateurs, aux fournisseurs, aux boîtes de s'y retrouver un petit peu. Et il y aura probablement un peu de nettoyage à faire, il faut qu'on se le dise. Il y a du nettoyage à faire dans les labels. Certains sont plus pertinents que d'autres. Alors, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous dire je préfère celui-ci à celui-là, mais il est certain qu'il faut aussi qu'on se mette un petit peu à réguler et à donner des grilles de lecture qui sont fiables pour tout le monde. Et c'est ce que ce rapport incite à faire. Il y a des bases d'analyse pour la création d'une charte publique, d'une lecture à l'endroit du concitoyen et surtout séparer aussi la fonction de conseil, d'accompagnement, d'évaluation et de certification. Enfin, certains n'étaient pas ravis qu'on l'encourage, mais on pense que on ne peut pas être jugé parti et il faut une forme de transparence en la matière. Donc, l'État, la loi, elle a évolué au bénéfice de l'entreprise dans ses outils, ses leviers. L'État regarde aussi et continue son engagement à travers cette évaluation de label. Et puis, dernière étape, probablement la plus importante, la France bataille à l'échelle européenne sur les critères ESG. Elle bataille sur l'établissement de ces normes. Elle fait valoir justement la nécessité dans ce monde de demain d'être très implanté. Et on le fait aussi parfois par des petits bouts de législation qui ne s'appellent pas RSE, qui ne s'appellent pas loi Pacte, mais je pense que là, par exemple, au budget, au plan de relance, où on intègre énormément d'enjeux sociaux ou d'enjeux environnementaux qui deviennent aussi des leviers fiscaux ou autres. Donc, c'est vraiment, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une préoccupation du quotidien d'avancer sur ces sujets-là et de coller à la réalité des entreprises et d'en faire un sujet européen. D'en faire un sujet européen, je pense que le jour où on a cette norme européenne, là, on a un levier de transformation qui est phénoménal et je pense que c'est un peu l'avenir de l'Europe que d'en faire son identité culturelle, d'économie de marché libérale et responsable. On a, pour rebondir sur ce point, on a un commentaire qui est très pertinent qui demande si demain toutes les sociétés seront des sociétés à mission. Et du coup, voilà, je trouve ça assez poétique et assez c'est du wishful thinking. Et j'avais une question pour Emery, Mathias, sur justement enfin voilà, maintenant on a les outils, comment on décuple la puissance de cette loi Pacte, comment on donne envie aux autres entreprises de se poser la question de sa raison d'être, de devenir aussi des sociétés à mission. Le gouvernement, l'État accompagne bien évidemment les entreprises, mais comment entre pairs on peut s'accompagner, comment on peut se donner des conseils et quels sont vos conseils? C'est au cœur de la mission de la communauté des entreprises à mission. On a créé cette association avant la loi Pacte avec un petit groupe de pionniers convaincus que c'était le bon modèle et qu'il y avait beaucoup de mérite parce que c'est un chemin qui est long, qui est exigeant, à pouvoir le partager. Et donc, l'association de la communauté des entreprises à mission offre ce cadre de partage entre pairs parce que ce chemin est exigeant, qu'il est long, qui demande du courage parfois du dirigeant, qui doit affronter des actionnaires, qui doit aussi embarquer ses équipes et ses parties prenantes. Et donc, c'est le rôle de la communauté que de faire ça à travers des retours d'expérience. Je crois que le mieux pour parler de la loi Pacte et de la société à mission, c'est des entrepreneurs qui ont fait ce chemin-là ou des dirigeants qui ont fait ce chemin-là et qui témoignent comme nous on le fait ce matin. Mais il y en a beaucoup dans la communauté qui sont ravis de pouvoir partager leur expérience, comment ils s'y sont pris, pourquoi ils y ont été, qu'est-ce que ça change au fond
dans leur entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui sont très engagées, mais qui font quand même cette démarche-là. Il y en a d'autres qui ne sont pas engagées, qui vont se transformer grâce à cette démarche-là. Et c'est ça qui est formidable, parce qu'on a besoin de tous. On estime qu'il y aura probablement une centaine de sociétés à mission d'ici la fin d'année, officiellement, avec la qualité, et qu'il y en aura 10 000 dans les 3 ans. Et si on en a 10 000, c'est qu'on a réussi, parce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a peut-être 100 000 qui sont en chemin, parce que c'est un chemin qui est long, etc. Et puis, le rôle de la communauté, c'est aussi, je pense que c'est très important, et Coralie l'a dit, de continuer à enrichir ce modèle pour en faire le modèle du capitalisme à l'européenne dont on a besoin, parce qu'on a un capitalisme qui est ancré sur des valeurs, qui respecte les territoires, qui a une sensibilité et une attention particulière aux enjeux sociaux, environnementaux, beaucoup plus que le capitalisme à l'américaine ou le capitalisme chinois, qui n'est pas le nôtre. Et donc, je crois qu'il y a un enjeu politique, là, pour le coup, de porter ce débat au-delà du cadre français au cadre européen. Et puis ensuite, parce que la France est quand même en avance avec la loi Pacte, donc il faut, voilà. Et donc là, la communauté peut aussi aider à travers un plaidoyer et à travers aussi l'Observatoire des sociétés à mission qu'on va sortir au mois de janvier, je fais un scoop là, où on répertorie toutes les sociétés à mission, mais au-delà, on s'interroge sur quels objectifs se fixent les sociétés à mission. Est-ce que c'est des objectifs sociaux et environnementaux ou juste sociaux ou juste environnementaux, comment ils ont modifié leur statut, quelles sont les parties prenantes intégrées dans le comité de mission. Et c'est tout l'enjeu de la communauté qui a un conseil scientifique, hein, justement, de pouvoir continuer à nourrir et à enrichir ce modèle de la société à mission. Je dirais qu'on fait un peu le service après vote de la loi Pacte. Hein. Et enfin, il faut faire connaître ce modèle, parce qu'il est encore très peu connu, malgré tous les efforts qu'on déploie, il est encore très peu connu. Et il faut en particulier le faire connaître dans les écoles. Il faut qu'on enseigne aujourd'hui l'entreprise de demain. Si on enseigne aujourd'hui l'entreprise d'hier, on n'est pas prêt de changer. Et il faut qu'il y ait des cours de marketing responsable, des cours de finance responsable et des cours d'entreprise à mission. Parce que ça, c'est un enjeu majeur que de transformer aussi l'enseignement de l'entreprise. Voilà. Donc, pour moi, la meilleure façon de faire, pour diffuser le modèle, c'est de rentrer dans l'association de la communauté des entreprises à mission. Et je fais un peu de promo là. Merci Emery. Pour compléter juste en quelques secondes, je suis évidemment totalement d'accord avec ce que dit Emery, et étant membre du CA de la communauté d'entreprises à mission, je bois les paroles de mon président. Mais plus largement, je pense qu'à un moment, pour qu'il y ait un vrai mouvement, il faut aussi qu'il y ait l'impression que la vertu soit récompensée. Parce que c'est un élément de levier, de fierté en interne, etc. Mais à un moment aussi, mais ça c'est évidemment toutes les réflexions qu'on peut avoir avec les services de l'État autour de la comptabilité triple capital, autour du fait de connecter l'impact financier d'un côté et l'impact social et environnemental de l'autre, de trouver des corrélations. Il y a un moment quand même où on ne peut pas simplement compter sur l'éthique et la morale individuelle du dirigeant, des salariés, etc. Et qu'on est quand même dans le champ économique, et que dans le champ économique, la logique d'intérêt est quand même prépondérante. Et donc, du coup, si je dis ça, c'est que effectivement, si on veut aller à cette échelle, il faudrait, et j'ai aucune solution directe en tête, à part peut-être sur l'aspect financier, mais il faudrait quand même que la vertu soit récompensée d'une manière ou d'une autre, et qu'il y ait un intérêt, pas seulement, j'allais dire, éthique, moral, à devenir entreprise à mission, mais que ce soit sur le plan de la fiscalité, que ce soit sur le plan de bien d'autres outils, de la comptabilité, on puisse avoir cette capacité à récompenser la vertu. Je voudrais bien répondre parce que je suis d'accord. Alors, peut-être pas forcément sur le plan fiscal, on en parle beaucoup aussi, mais on réfléchissait notamment, on est plusieurs extrêmement motivés pour modifier notamment la commande publique. Parce que je pense qu'on a là un levier considérable, sous-utilisé. On entend régulièrement, on ne va pas se le cacher, ah maintenant on ne peut pas y toucher parce qu'il y a une norme européenne qui dirait que ce serait une atteinte à la concurrence. Je l'ai regardé 40 fois, cette norme européenne, j'ai regardé d'autres textes. Moi, je pense qu'on peut aller discuter avec le Conseil d'État sur l'interprétation de la norme européenne et sur la compréhension de la RSE. Enfin, si je rentre 2 secondes dans le sujet, c'est quand même assez, je trouve que c'est assez symptomatique du fait qu'il y ait 2 univers différents, le milieu de l'entreprise, avec ses entreprises engagées, et le milieu normatif. Et ce point-là, pour moi, illustre le fait qu'on n'a pas encore créé le pont et que c'est là-dessus qu'il faut bosser. Parce que
En fait, le Conseil d'État, en interprétant la norme européenne, etc., nous dit vous ne pouvez pas mettre de clause favorable dans les marchés publics sur la RSE parce que ça ne concerne pas l'objet du marché. La RSE, ça concerne la société et pas l'objet du marché. Et rien que cette phrase-là, dire que la RSE, c'est pas directement l'objet du marché, c'est déjà mécomprendre la RSE. Donc, je me dis, il faut vraiment qu'on aille à leur expliquer. Il faut qu'on leur explique que quand une boîte fait de la RSE et qu'elle a des outils type société à mission qui permettent de garantir sa démarche, non seulement c'est pas éloigné de l'objet du marché, mais ça impacte directement tout l'objet du marché. Et ça, c'est pas un travail impossible, c'est un travail de conviction. Il faut prendre son bâton de pèlerin, il faut aller expliquer aux gens qui n'ont jamais fait partie de ces entreprises, qui n'ont jamais pu expérimenter eux-mêmes les démarches qui sont faites dans ce cadre-là. Il faut qu'on aille leur expliquer et que ça passe, parce que je pense que c'est l'un des meilleurs leviers, peut-être même plus que la fiscalité. Il faut qu'on bouge la commande publique. Je suis très favorable. J'ai déjà dit à Bercy, j'espère les avoir paniqués, que moi j'étais même prête à déposer une proposition de loi s'il le fallait, et que je pensais on serait quand même une petite majorité à l'Assemblée à avoir envie de le voter. Donc en gros, le message, c'est il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge à l'échelle nationale et à l'échelle européenne sur ce sujet, c'est certain. Merci. Oui, effectivement, on a un vrai sujet sur la commande publique, notamment pour les entreprises du champ de l'économie sociale et solidaire. Enfin, on a beaucoup de travail à faire. Et ce que vous nous dites sur la méconnaissance finalement de la RSE, ça rejoint ce qu'on se dit sur le travail d'évangélisation. On a beaucoup de questions sur la formation, effectivement. Est-ce qu'il y a des écoles qui sont spécialisées sur le management positif, la transformation positive, sur le marketing durable. Et puis, une question aussi peut-être un peu plus de saison, puisque les vacances approchent. Et encore une fois, en termes d'évangélisation, est-ce que vous avez des conseils de lecture sur la société à mission et sur la raison d'être? Je peux répondre sur les écoles. Je voudrais juste dire quelque chose. On commence à voir des établissements très petits qui apparaissent avec un focus vraiment sur les entreprises à impact positif. Mais l'enjeu, évidemment, et nous, on a créé il y a plus de 10 ans maintenant chez Utopie un réseau qui s'appelle Campus Responsable, avec cette idée-là, en disant on n'aura pas des entreprises différentes demain si on ne forme pas autrement les futurs managers aujourd'hui. Et donc, il y a une excellente étude du Shift Project sur la façon dont les questions climat sont intégrées aux enseignements. La réponse, vous vous en doutez, elle n'est pas terrible. Et ça ne regarde que le climat. Si on regarde l'ensemble des sujets, on a exactement, d'ailleurs, le même sujet que dans les entreprises historiquement, c'est-à-dire que beaucoup d'établissements, finalement, font de la RSE, ce que nous, on appelle un peu de la RSE 1.0, vont faire un bâtiment un peu vert, un campus un peu écolo, une navette pour les étudiants et 3 bornes de vélo. Mais ne regardent pas comment elles font évoluer leur offre, en fait. Et leur offre, c'est leur offre d'enseignement, c'est le contenu des enseignements. Mais ça pose la question que posait Coralie vis-à-vis des gens qui font les lois. Elle est la même, d'ailleurs, que vis-à-vis des administrateurs dans les conseils d'administration. Moi, j'étais la semaine dernière au lancement de Chapter Zero, une initiative du World Economic Forum pour former les administrateurs aux questions climatiques. Et la question dans les campus se pose de la formation des enseignants. Je veux dire que ça va pas, le savoir, la compréhension des enjeux climatiques et autres ne va pas venir à tous ces gens-là par le miracle du Saint-Esprit. Donc, effectivement, il y a un enjeu énorme de formation des gens qui font les lois. Et j'insiste, et à nouveau, ça concerne ça commence à Sciences Po, à l'ENA, etc. Ça commence à HEC, à l'ESSEC, dans les universités, partout. Il y a un enjeu de ne pas faire des formations des produits verts, c'est-à-dire les produits verts d'antan dans les entreprises, c'est-à-dire des options que prennent les étudiants un peu babacool qui ont fait la formation que les obligeait à faire leurs parents, mais qui en fait rêvent de faire de la permaculture. Ça ne marche pas. Il faut transformer l'intégralité des enseignements, la finance, la comptabilité, le marketing, la R&D, l'ingénierie, enfin voilà, les architectes, les agriculteurs, enfin et les gens qui font les lois, pour qu'à terme on ait des gens qui déjà agissent en connaissance de cause et en compréhension des enjeux, des effets, des décisions, etc. Je voudrais dire qu'au sein de la communauté, on a une action envers les écoles et dans notre conseil scientifique, on va créer un conseil académique pour intégrer
justement ceux qui diffusent le savoir dans les écoles. Et le petit signal faible assez positif que je vois là, il y a quelques semaines, on a eu une grande école, je ne vais pas la citer parce que c'est encore confidentiel, de commerce qui veut devenir société à mission. Ben alors ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'au cœur de l'offre de pédagogique, on va parler et on va enseigner l'entreprise telle qu'on devrait l'enseigner aujourd'hui. Et il y a un autre point qui me semble très important sur la formation aussi, c'est qu'il faut former ceux qui vont évaluer les sociétés à mission, hein, les fameuses OTI dont on parle. C'est un objet nouveau, hein, la société à mission. On pourra pas nécessairement se référer à des référentiels existants puisque chaque mission est singulière et chaque objectif de chaque entreprise lui est propre. Et donc, il va falloir aussi, et on y travaille aussi au sein de la communauté, former ces OTI pour qu'ils puissent en fait, bien évaluer les objectifs. Et les objectifs ne s'évaluent pas que avec des indicateurs, ils s'évaluent aussi par des plans d'action, ils s'évaluent aussi par des renoncements. Et parfois, tout ne se traduit pas en chiffres. Quand on fait notre boycott du Black Friday, je sais combien ça ne me rapporte pas, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'impact qu'on a sur la société, sur le débat de société, parce que l'entreprise a un rôle aussi dans ce débat de quelle société on veut pour demain. Je vois qu'il est 10h42. On a déjà un peu dépassé le temps imparti. Est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion? Ce que je voudrais peut-être dire, c'est qu'on est sur un sujet, les questions de développement durable, etc., qui ne sont pas que techniques, contrairement à ce que beaucoup pensent, mais qui sont un changement culturel. C'est ce pourquoi la formation est hyper importante, etc. Et souvent, en France, les experts de tout poil ont tendance à bâcher assez vite telle ou telle initiative et monopolisent le débat sur les insuffisances du concept de neutralité carbone, sur les insuffisances du référentiel Bicorp, sur les insuffisances de la loi Pacte, etc. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà des insuffisances, que les projets soient imparfaits, en fait, on s'en fiche. D'ailleurs, tout projet humain est imparfait. Et finalement, les imperfections, c'est autant d'opportunités d'améliorer les choses dans le temps, d'expérimentation pour les entreprises pionnières, etc. Mais tous ces concepts, et moi, j'ai pas mal parlé récemment de la neutralité carbone parce que beaucoup de journalistes me posent la question après les 5 ans de l'accord de Paris, mais alors, est-ce que ce concept, c'est du pipeau ou pas du pipeau? Et je pense que la neutralité carbone a des imperfections, le questionnaire Bicorp a des imperfections, la loi Pacte a des imperfections, mais au-delà de ces imperfections, tous ces mouvements ont 2 intérêts pour moi, c'est qu'ils contribuent de manière très efficace à signifier aux entreprises qu'il va falloir changer, qu'une transformation radicale est nécessaire et que le business as usual ne suffira pas. Donc en leur donnant des éléments pour évoluer vers ça. Il y a une étude qui a été menée par le Carbon Disclosure Project en 2015 qui montre que, contrairement à une idée reçue, les boîtes qui s'engagent à compenser leurs émissions sont aussi celles qui les réduisent le plus. D'accord ? Les études montrent sur Bicorp que même Patagonia est rentré à 108 points sur 200 et aujourd'hui à 152 et que donc le fait de s'engager là-dedans fait progresser et qu'au fond, c'est ça qui est important. C'est pas une finalité, tout ce dont on a parlé là, c'est un process et le process, il va vers une amélioration continue. Et ce qui est sûr, c'est que les entreprises qui sont engagées dans ces processus progressent plus que celles qui s'y engagent pas. Voilà, ça c'est à peu près certain, c'est documenté, ça sera documenté par l'Observatoire des sociétés à mission, je n'en doute pas, dans le temps sur la qualité d'entreprise à mission, de société à mission. Et donc voilà. Et le deuxième point hyper important, c'est que tous ces mouvements contribuent à faire qu'on passe des minorités actives à la majorité silencieuse. C'est-à-dire qu'on peut assez vite des mouvements qui concernaient historiquement les pionniers du développement durable, les Camif, peut-être Danone, historiquement Ben & Jerry's, etc., aujourd'hui gagnent progressivement la majorité des entreprises qu'on n'entendait pas avant. Bon, on a un petit point, mais cette histoire du point de bascule, vous vous souvenez de l'initiative qu'avait lancée Christophe Itier au ministère, c'était 10% pour tout changer. On sait que le point de bascule, il n'est pas quand c'est 50% de la population qui a changé, il est à partir de 10% d'une population qui change. Et quand on regarde aujourd'hui sur la société à mission les sondages
qui disent déjà fin 2019, 72% des dirigeants en France disaient qu'ils étaient convaincus du bien fondé du fait de définir une raison d'être. 59% disaient qu'ils étaient déjà engagés dans le process et 25% qu'ils l'avaient déjà fait. Même si c'est pas vrai et que ce n'est que du déclaratif, ça montre qu'on a passé ce point de bascule. Tout le monde sent bien que la norme sociale a changé et que c'est ça qu'il faudrait faire. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette conclusion. Merci, Emery, merci, Mathias, merci, Coralie. Puisque on nous a demandé une liste de lecture, alors moi, je fais ma bibliothèque. Le premier ouvrage, c'est Entreprise à mission et raison d'être, auquel Emery a contribué, voilà, qui est paru chez Duno. Et puis, un livre passionnant qui s'appelle Les marques positives, d'une héroïne rousse. on se demande à qui elle ressemble. Donc bien évidemment écrit par Elisabeth Laville. Voilà, pour les vacances de Noël. C'est Pour pas finir sur celui-là, je voudrais aussi recommander celui sur la théorie du voilà, la théorie du donut en français et qui donne un peu le cadre conceptuel quand même de tout ça. C'est chez Plomb. Merci beaucoup. Merci à tous. En tout cas, Émilie, merci Elisabeth. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.